Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons qu'est-ce que ça fait d'informer le président d'un pays d'une alerte à la bombe. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Loïc Boursin, Laurent Richard et Paul Bobet de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Loïc Boursin. Je l'ai une fois fait dans ma vie. PS, c'était une très mauvaise idée. C'était à l'automne 2004 aux États-Unis et j'avais 11 ans. Je m'étais rendu dans la salle informatique de l'école après les cours. J'étais en train de lire des trucs sur Internet quand j'ai décidé d'envoyer un mail au président. Mais pourquoi? Pourquoi pas? J'ai donc envoyé un mail totalement absurde à president@whitehouse.gov. Et j'ai reçu une réponse automatique. Je me suis dit que ce n'était pas le président qui venait de me répondre. Comment m'assurer que mon mail très important serait lu par le grand chef lui-même? Mon cerveau d'un enfant de 11 ans a écrit quelque chose comme ça. PS, si une vraie personne ne répond pas dans les 10 prochaines secondes, je fais sauter la Maison Blanche. Après tout, la logique était que quelqu'un le verrait sûrement et soit obligé de répondre, personne ne voudrait que la Maison Blanche explose. Bien évidemment, j'ai reçu une autre réponse automatique et c'est comme ça que ça s'est terminé. Enfin du moins je pensais que c'était fini. Un mois plus tard, le père de mon meilleur ami nous a appelés. Il avait reçu la visite des services secrets et voulait savoir si on avait quelque chose à voir dans cette affaire. Oups, deux mecs habillés avec un costume des services secrets sont venus nous interroger, mon père et moi. Je ne me souviens plus vraiment de ce qu'ils m'ont demandé, mais par contre je me rappelle que j'étais totalement terrifié. En fin de compte, rien n'a été retenu contre moi aux yeux de l'État, bien que j'ai eu de gros problèmes avec mes parents. Je ne pense pas non plus que le père de mon ami m'aimait encore après ça. En prenant un peu de recul, s'ils ont pris le temps d'enquêter sur ma menace insensée et peu crédible, ils prendront probablement le temps d'enquêter sur à peu près tout. Alors ne faites surtout pas ce que j'ai fait, c'est un crime de menacer le président de la République. Source image, Maison Blanche en feu. La prochaine réponse est de Loïc Boursin. Au lycée, un de mes amis m'a demandé comment fabriquer une bombe artisanale. En tant qu'enfant geek très curieuse, je lui ai expliqué comment faire, en utilisant des mots très précis. J'ai cité les produits chimiques qu'il pouvait utiliser en remplacement s'il ne parvenait pas à obtenir de la poudre à canon. Quelqu'un a entendu une petite partie de la conversation et l'a dit au directeur de l'établissement. Le directeur a ensuite signalé les faits à la police avant de me demander ce qu'il s'était passé. J'ai fait l'objet d'une enquête du FBI pour terrorisme. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, comme me surveiller pendant environ 15 heures par jour. Ils ont mis à mal mon année de première. Je n'ai pas été réellement traqué sans le savoir, mais je peux penser en voyant les moyens déployés pour mon cas parce que j'avais parlé de la manière de créer une bombe, qu'être traqué serait une expérience horrible et impossible à gagner. Au final, ils ont abandonné les charges contre moi et m'ont laissé redevenir une adolescente normale après qu'aucune preuve n'ait été trouvée à mon encontre. Source image, FBI. La prochaine réponse est de Laurent Richard. Que se passerait-il si une bombe nucléaire visait directement le Kremlin, la Maison Blanche, l'Élysée ou le centre névralgique d'un autre pays? C'est évidemment une question que les militaires et les scientifiques se sont posées depuis la guerre froide. Et elle est toujours d'actualité. La réponse dépend de plusieurs facteurs. En premier lieu, il faut savoir que certaines bombes nucléaires ont été créées spécifiquement dans le but de toucher des installations souterraines. Justement pour détruire des bunkers. Si l'on peut dire qu'un bunker profondément enterré résisterait à la plupart des bombes nucléaires conventionnelles qui exploseraient à proximité, en revanche, il est beaucoup plus difficile d'assurer la résistance d'un bunker visé par une bombe nucléaire, anti-bunker. Ce qui va faire la différence, c'est la profondeur à laquelle le bunker est enterré. À moins de 100 mètres de profondeur, une bombe nucléaire anti-bunker fera son affaire de la quasi-totalité des installations souterraines. La bombe anti-bunker la plus puissante de l'arsenal nucléaire américain est capable de tout détruire jusqu'à une profondeur de 300 mètres. On ignore si les Chinois ou les Russes ont développé de leur côté des bombes capables d'aller plus profond. C'est possible. La nature du sol joue également un rôle important dans le calcul des conséquences d'un impact direct sur une installation souterraine. Les missiles nucléaires anti-bunker sont composés d'une première charge conventionnelle destinée à percer le terrain, de sorte que la bombe nucléaire puisse exploser dans un deuxième temps, une fois qu'elle se trouve dans le sous-sol, pour maximiser ses effets. Un bunker creusé dans un sol très dur, cœur de montagne, sera donc mieux protégé contre la charge pénétrante du missile, mais ressentira plus violemment l'onde de l'impact nucléaire. A l'inverse, un bunker dans un sol plus meuble sera plus facile à pénétrer mais subira moins violemment l'onde de choc nucléaire. Pour résister à un impact nucléaire direct, les bunkers se doivent en tout cas d'être très profondément enfouis. Le plus profond de tous les bunkers, et par conséquent le mieux protégé du monde, est celui qui abrite le poste de commandement chinois. Il est à Pékin, à 2000 mètres de profondeur. Aucune bombe nucléaire ne pourrait le toucher. Du côté des Américains, la Maison Blanche est naturellement pourvue d'un bunker, mais on ne connaît pas sa profondeur exacte. On sait cependant qu'il a été construit pendant la guerre froide et qu'il a subi des améliorations à mesure que les bombes nucléaires devenaient plus performantes.
On peut affirmer qu'il est au moins à plus de 300 mètres de profondeur, puisque la bombe américaine la plus performante atteint cette profondeur. Mais il est probable qu'il soit encore bien plus profondément enfoui. La salle de conférence du bunker de la Maison-Blanche. Du côté de l'Élysée, on a également un bunker souterrain sous le palais, construit en 1940 et rénové en 69 et en 2015. Même s'il est présenté comme pouvant résister à un impact nucléaire, il n'est officiellement qu'à 70 mètres de profondeur. Ce qui est un peu juste, comme on l'a vu. Le PC Jupiter sous l'Élysée. Pour finir, les Russes ont naturellement un bunker souterrain sous le Kremlin. Créé par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, le gigantesque complexe ultra-secret s'étend à plus de 300 mètres de profondeur et l'on suppose que des installations plus récentes ont été creusées plus profondes encore. On peut donc conclure que Vladimir est à l'abri de toute attaque nucléaire dirigée spécifiquement contre lui. Source: Nuclear Bunker Buster, Wikipédia. What we know about the White House Secret Bunker. Poste de commandement Jupiter, Wikipédia. Metro 2, Wikipédia. Where might Trump go in a nuclear attack? The deepest underground structure in the world. La prochaine réponse est de Paul Bobet. Il n'y a pas beaucoup de choses interdites, sinon rien. J'ai vu une interview du président Obama et il a parlé de faire du wakeboard derrière un bateau lorsqu'il était président élu. Il a dit qu'à son retour sur le bateau, son agent de sécurité lui avait dit qu'il ne pourrait plus faire cela une fois président. Maintenant, s'il avait voulu en refaire, il n'y a rien que le département de la protection présidentielle des services secrets des États-Unis puisse réellement faire pour l'arrêter. Image du bureau photo de la Maison-Blanche. Le président George Bush possédait un bateau à grande vitesse. Je me suis retrouvé une fois à chasser son bateau au large des côtes du Maine. C'était fou, absolument fou, mais il adorait ça. En tant qu'aviateur de porte-avions de combat, il avait besoin de beaucoup pour obtenir son adrénaline quotidienne. Plus tard, il a eu avec lui le président Clinton et le président George W. Bush, et je crois le président Vladimir Poutine. Je suis sûr que les agents ont serré la mâchoire et ont dit « Shit ». Le président Obama était athlétique, tout comme les présidents Bush père, Clinton, Bush fils, Reagan, le président Carter et Ford. Ils ont tous pris des risques constants de blessures et d'assassinats. Plus que toute autre chose, le service de la protection présidentielle est chargé de protéger le président des problèmes extérieurs, mais pas des activités choisies. Le président Reagan est monté à cheval sur un petit sentier de montagne avec un agent avec lui. Maintenant, il avait déjà été jeté par des chevaux et blessé. Et nous savons tous qu'un cheval a jeté Superman, Christopher Reeve, et l'a laissé paralysé dans un fauteuil roulant pour mourir lentement pendant des années. Mais le président Reagan n'était pas sur le point de renoncer à monter de gros chevaux ou à couper du bois, à frapper un ballon de football, même à tirer avec des armes. Une milliseconde avant que John Hinckley ne lui tire dessus. Et peut-être que l'image du football a été prise avant qu'il ne soit président, mais cela montre une extension exceptionnelle. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.